Hirohiko Araki, auteur du manga culte JoJo Bizarre Adventure, est l'un des mangaka les plus singuliers de sa génération. Depuis 40 ans, il fascine les lecteurs et les créateurs avec un univers extravagant, des personnages iconiques et un style visuel inimitable. Publié pour la première fois en 1986, sa saga JoJo compte plus de 120 millions d'exemplaires imprimés à travers le monde, ce qui en fait l'un des mangas les plus vendus de l'histoire. Araki est réputé pour son imagination débordante, ses références artistiques éclectiques et son sens du bizarre qui est devenu sa marque de fabrique. Dans cette vidéo, on va retracer sa vie et sa carrière, de son enfance à Sendai jusqu'à sa situation actuelle en tant qu'artiste accompli et toujours actif. Préparez-vous à découvrir comment un jeune garçon passionné d'art et de manga est devenu une légende vivante, créant une œuvre aussi atypique que marquante. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un mangaka que vous avez été beaucoup à me demander, Hirohiko Araki. Je pense que JoJo Bizarre Adventure ça a connu un boom de popularité avec Netflix, mais ça existe déjà depuis 1986, c'est-à-dire presque 40 ans. C'est un délire. Petite info, j'ai mis à jour toutes les descriptions des vidéos de la chaîne en ajoutant des liens vers les mangas dont je parle et qui sont dispo en français, donc n'hésitez pas à les checker. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, ça donne toujours beaucoup de force. Et sur ce, on est parti. Hirohiko Araki, il est né le 7 juin 1960 à Sendai, dans la préfecture de Miyagi au Japon. Il grandit dans un foyer plutôt modeste, avec un père employé de bureau à la Japan Tobacco, une mère au foyer et deux sœurs jumelles. Ces dernières, elles monopolisent souvent l'attention des parents et elles lui mettent la misère. Si bien que le jeune Hirohiko, il s'isole fréquemment dans sa chambre ou dehors avec ses amis. C'est un mal pour un bien parce que c'est comme ça qu'il va développer très tôt une passion pour la lecture et développer son imaginaire. En primaire, il est plutôt du genre à passer son temps dehors avec ses potes plus âgés et à explorer la nature et les abris anti-aériens des alentours. Il a pas tellement envie de rentrer avec ses deux sœurs reloues qui l'attendent à la maison. Quand il est chez lui ou chez ses grands-parents, il dévore les mangas populaires des années 60-70 et il cite notamment Ai to Makoto, Babel 2 et Star of the Giants comme ses lectures fondatrices. Ai to Makoto, c'est un drame romantique intense qui raconte l'histoire d'un délinquant au passé violent et d'une lycéenne issue d'une famille aisée. C'est écrit par le grand Ikki Kajiwara qu'on a abordé plusieurs fois sur la chaîne et qui est à l'origine de classiques comme Ashita no Joe ou Tiger Mask. Babel 2, c'est l'histoire d'un garçon qui apprend qu'il est la réincarnation d'une entité alien qui s'appelle Babel et qui va utiliser ses pouvoirs pour protéger la Terre. C'est créé par Mitsuteru Yokoyama, le créateur de Tetsujin Nijuashi, le premier manga de robot. Enfin, Star of the Giants, c'est un manga de baseball et c'est également écrit par Ikki Kajiwara. Donc voilà, ça c'est ses trois premières grosses inspirations. Mais il se réfugie aussi dans d'autres classiques de l'époque comme Ashita no Joe, Ring Nikakero qu'on avait vu dans la vidéo sur Masami Kurumada, et en général les œuvres d'Osamu Tezuka et Kazuo Umezu, le boss de l'horreur. Le premier manga qu'il achète, c'est Muyonosuke de Takao Saito, qui est l'histoire d'un ronin qui est devenu chasseur de primes. Parallèlement, il parcourt avec fascination la collection de livres d'art de son père, où il découvre des peintres occidentaux. Il va particulièrement être influencé par le peintre français Paul Gauguin, dont les couleurs vives et les formes exotiques vont stimuler son imaginaire. Paul Gauguin, c'est un peintre post-impressionniste français qui est célèbre pour ses couleurs audacieuses, ses formes simplifiées et ses scènes exotiques inspirées de ses séjours à Tahiti. Là-bas, il a cherché une vie plus pure, loin de la civilisation occidentale. Parmi ses œuvres phares, on peut citer D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, La vision après le sermon ou encore Femme de Tahiti. Il a aussi d'autres influences comme les romans policiers de Edogawa Rampo ou les histoires de Sherlock Holmes. L'autre passion que va lui transmettre son père, c'est le cinéma, et en particulier les westerns. Alors qu'il a 6 ans, Araki va aller voir Gamera, qui est une série de films ultra populaire au Japon et qui est une espèce de Godzilla. À la place, son père il va l'emmener voir et pour quelques dollars de plus, et à partir de là, il va devenir fan des œuvres de Sergio Leone et de Clint Eastwood. Côté musique, il va aussi avoir pas mal d'inspiration. Il est très attiré par le rock et il kiffe particulièrement Led Zeppelin, Jackson Browne et Bob Dylan. Toutes ces influences, elles forgent l'imaginaire du jeune Araki et on en retrouvera des échos dans ses œuvres plus tard. À l'école primaire, le jeune Hirohiko, il dessine ses premières bandes dessinées pour s'amuser. Un peu précoce, dès le CM1, il réalise son tout premier manga amateur. C'est une passion un peu secrète au départ, mais qui va devenir une véritable vocation quand au collège, il y a un de ses camarades qui va le complimenter sur ses dessins. Grâce à ça, il va prendre confiance et réaliser qu'il a du talent. Pour autant, il n'assume pas trop devant ses parents, et donc il va nourrir son rêve secret de devenir mangaka en continuant à améliorer ses dessins dans son coin. Pour se fondre dans la masse, il essaye quelques sports, comme le baseball, mais qui va le dégoûter des sports d'équipe et le pousser vers le kendo, influencé par Orewa Teppei du grand Tetsuya Shiba. Finalement, il n'en retire pas grand chose, si ce n'est de lui avoir sauvé les fesses une fois. Il comprend assez tôt quel chemin il doit suivre pour réaliser son rêve de devenir mangaka, et l'importance du monde de l'édition. C'est pour ça que dès l'âge de 15 ans, lors de sa première année de lycée, il va commencer à envoyer ses planches aux magazines populaires de l'époque, à savoir le Weekly Shonen Magazine de la
Kodansha et le Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Il comprend que s'il arrive à être publié, sa carrière elle est lancée. Mais la vie c'est pas un kiwi et ses premières soumissions elles sont toutes rejetées. Ça le frustre beaucoup, surtout qu'il y a des jeunes mangaka de sa génération qui commencent à percer. On a par exemple le duo Yude Tamago, composé de Takashi Shimada et Yoshinori Nakai, qui sont les créateurs de Kinnikuman. Ou encore Masakazu Katsura, qui remporte le prix Tezuka avec Tsubasa dès 1980. Pour autant, Araki ne se décourage pas et il continue de bosser. En 1977, il va ouvrir une première petite brèche en étant nominé au prix Tezuka avec un one-shot intitulé The Bottle. Il participera d'ailleurs au concours avec le pseudo Toshi Arakino. On sait rien de ce manga étant donné qu'il a jamais été rendu public, mais on devine une histoire de western avec le design de ce personnage. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il a déjà un gros potentiel. Hiroshi Motomiya, qui est un immense mangaka des années 60-70, il est jury de ce concours et voilà ce qu'il dit. Personne n'est capable d'être un artiste de manga indépendant s'il n'a pas une histoire originale. Parmi ceux-ci, je suis intéressé par une histoire originale de l'artiste de The Bottle. Compte tenu de son âge, on peut dire que cet artiste est un nouveau venu, très intelligent et prometteur. Donc autant dire que c'est plutôt bon signe pour la suite. Toujours avec le même pseudo de Toshi Arakino, il va envoyer 2 autres one-shots dès l'année suivante, c'est-à-dire en 1978. Le premier c'est Back in the Saddle Again, encore dans l'univers western, qui tire son nom d'une chanson phare de Gene Autry, un chanteur de country, et qui sera finaliste du Young Jump Award. Il va quand même se faire tacler par Norihiro Nakajima, membre du jury, qui dira que l'histoire elle est intéressante, mais que c'est une honte de présenter une telle qualité de dessin. Petit coup dur. Le deuxième one-shot qu'il va présenter, c'est Sandstorm, qui restera une œuvre inachevée et qui va complètement le dépasser. Il voulait développer une histoire autour d'une tempête de sable, mais finalement il n'arrive pas à rendre ça intéressant. Et c'est un jeune éditeur du Jump, Ryosuke Kabashima, qui va lui faire ses retours, notamment sur ses erreurs de dessin. Malheureusement, ces œuvres elles n'ont pas été rendues publiques et donc j'ai pas d'image à vous montrer. En 1979, l'année de ses 19 ans, il se remet en question et il cherche à comprendre ce qui va pas dans son travail. Son but, c'est d'avoir le retour d'un professionnel pour passer un step. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Tetsuo Hara, c'est un chemin très similaire. Pour avoir ce retour, Araki va faire un move audacieux. Il décide de prendre le train pour Tokyo pour présenter directement sa dernière histoire à un éditeur. Cette histoire qu'il veut présenter, c'est Poker Under Arms. On l'a vu avant, Araki c'est un grand fan de western et donc il va en faire l'arrière-plan de son histoire. Son but avec ce one-shot, c'est que l'éditeur il dévore les pages. Il en dessine une centaine, mais à l'époque il y a une contrainte qui oblige les jeunes auteurs à réduire à 31 pages. Dans cette histoire, on suit un duel de poker entre 2 chasseurs de primes ultra dangereux, Don Peckinpah et Mike Harper. Muni de son manuscrit, le jeune Araki se retrouve devant le siège imposant de la Shogakukan. Il est intimidé, il ose pas trop rentrer, et finalement il va se tourner vers l'immeuble voisin qui est plus modeste, celui de la Shueisha, qui est l'éditeur du célèbre Weekly Shonen Jump. Par chance, il y croise un jeune éditeur qu'il connaît déjà de loin, Ryosuke Kabashima, qui accepte de jeter un œil à son manga. C'est le même qui lui avait fait ses retours sur Sandstorm. Et Ryosuke il va le laver. Il parcourt chaque page et il relève chaque défaut, du très maladroit aux erreurs de correction. Araki il est épuisé par son voyage et sa nuit blanche, et il encaisse ses remarques tant bien que mal. Pourtant, au lieu de le décourager, Ryosuke Kabashima il voit en Poker Under Arms un vrai potentiel. Il lui conseille de peaufiner son œuvre et de la présenter plus tard au prestigieux prix Tezuka. Il y en a qui disent 5 jours, d'autres des mois, j'ai pas réussi à trouver l'info exacte. Ses efforts ils finissent par payer, puisqu'en 1980 il fait ses débuts officiels sous le pseudonyme Toshiyuki Araki en publiant Poker Under Arms dans le Weekly Shonen Jump. Cette année, il n'y a aucun grand gagnant du prix Tezuka, mais Poker Under Arms remporte la distinction spéciale du finaliste. C'est un peu comme s'il avait gagné. Dans le jury, il y a des grands noms, et parmi eux, il y a Tetsuya Shiba et Osamu Tezuka lui-même. Et voici ce qu'ils vont dire de son one-shot. D'abord, Tetsuya Shiba. Les dialogues de Poker Under Arms sont vivants et de bon goût. Les personnages des 2 joueurs de poker sont bien définis et bien interprétés. Ensuite, on a Osamu Tezuka qui dit « Parmi les œuvres, Poker Under Arms est la plus divertissante. Un peu mature mais palpitante, elle possède une excellente composition qui donne l'impression de regarder un film. Demi-finaliste incontesté. » Avec cette victoire, Araki il est reboosté comme jamais et il rentre chez lui déterminé à réaliser son rêve. Entre-temps, Hirohiko Araki il quitte l'université de Miyagi avant d'obtenir son diplôme pour se consacrer entièrement à sa passion du manga. Fort du succès d'estime de Poker Under Arms, il enchaîne avec d'autres récits courts. En 1981, il publie Outlaw Men, suivi en 1982 d'une histoire intitulée Say Hi to Virginia, qui lui permettent de se faire la main et d'explorer différents genres. Dans Outlaw Men, on est encore dans le Far West et on suit un hors-la-loi poursuivi par des détectives. Dans Say Hi to Virginia, il tente un nouveau genre, la science-fiction. Cette histoire elle se passe dans un vaisseau spatial où 2 membres d'équipage vont devoir désamorcer les bombes à bord. Ces 2 one-shots, ils seront publiés dans des numéros spéciaux du Weekly Shonen Jump. Cette fois-ci, Araki, il est plus proche que jamais de son objectif de devenir mangaka professionnel. Donc voilà, on est en 1983, ça fait 5-6 ans qu'Araki il envoie des one-shots au Weekly Shonen Jump, et finalement il y en a quelques-uns qui finissent par être publiés dans des numéros spéciaux. Depuis tout ce temps, il est accompagné par l'éditeur Ryosuke Kabashima, qui le conseille et qui l'aide à améliorer son travail. Araki il est content, mais il lui manque une chose essentielle pour devenir mangaka, sa première sérialisation.
Dès 1982, il avait soumis une nouvelle histoire qui s'appelle Beatty the Wicked Boy et qui a été publiée dans le Fresh Jump. C'est une histoire policière où on suit Beatty, une espèce de Sherlock Holmes, qui essaye d'innocenter Fuyoko, une fille dont il est amoureux et qui est accusée d'un meurtre. Ce one-shot, c'est en fait le prototype de sa prochaine histoire qui va lui permettre de passer un cap. L'année suivante, en 1983, sa carrière elle prend un tournant quand il envoie Cool Shock Beatty, qui devient sa première série hebdomadaire et la première signée sous le nom de Hirohiko Araki. Je ne l'ai pas précisé à chaque fois, mais jusqu'à présent, il avait toujours signé avec un pseudo, dont notamment le pseudo Toshiyuki Araki. Dans Cool Shock Beatty, il reprend l'histoire et les personnages du one-shot qu'il avait envoyé l'année précédente, c'est-à-dire Beatty the Wicked Boy. La série elle est plutôt courte, puisque ça s'étale sur 10 chapitres, mais il y aura plusieurs spin-offs et reboots presque 40 ans plus tard. Ça montre que c'est quand même une œuvre qui a marqué. On peut dire qu'Araki, il confirme son statut de mangaka, mais il n'est pas encore totalement satisfait. Il poursuit ses efforts et dès 1984, il publie une nouvelle histoire dans le Weekly Shonen Jump, Bao the Visitor. L'histoire elle suit Ikuro Ashizawa, un adolescent transformé en arme biologique vivante par un parasite expérimental qui s'appelle Bao. Doté de capacités surhumaines, il s'échappe avec un jeune médium nommé Sumir. Ensemble, ils fuient l'organisation secrète Dress, bien décidé à les éliminer. Pour Bao, Araki quitte sa ville natale Sendai et s'installe à Tokyo. Il passe d'un travail solitaire à une immersion dans la capitale. Là-bas, il découvre la mode, la musique sur MTV, des artistes comme Frank Frazetta ou Versace, et tout ça va beaucoup l'influencer. Après Cool Shock Beatty, basé sur des duels intellectuels, Araki veut se tourner vers les transformations physiques. Bao, ça devient un récit biotechnologique, rythmé comme un morceau de rock. Il veut une narration nerveuse et organique, et le pari il est plutôt réussi. C'est publié entre octobre 1984 et février 1985 dans le Weekly Shonen Jump, et c'est sa première série à succès. Ce sera plus tard compilé en 2 tomes. Grâce à Bao, Araki finance son tout premier voyage à l'étranger, et c'est en Angleterre. C'est un voyage difficile pour lui parce qu'il parle pas l'anglais et il découvre une culture bien différente. Mais c'est une expérience qui nourrira plus tard l'ambiance gothique du premier arc de JoJo. Il tente aussi d'exporter l'œuvre aux États-Unis, mais c'est un petit flop là-bas. Au Japon par contre, c'est une vraie référence pour beaucoup d'auteurs, comme par exemple Akira Toriyama qui le classe parmi ses mangas Jump préférés, ou encore Hiroyuki Takei, le créateur de Shaman King, qui le cite comme une lecture marquante. Preuve que ça a bien marché, c'est que la série elle a été adaptée en un OAV par le studio Pierrot en 1989. C'est la consécration pour Araki qui connaît son premier gros succès et qui se sent enfin récompensé après toutes ses tentatives. Avant de passer à son grand chef-d'œuvre, il faut qu'on parle d'un de ses projets les plus singuliers. On est en 1985 et dans un numéro spécial d'automne du Weekly Shonen Jump paraît Gorgeous Irene, un manga en 2 chapitres. L'histoire elle suit Irene Rapona, une adolescente à l'apparence douce et innocente, mais qui cache pourtant un gros secret. C'est en réalité une tueuse à gages. Elle a en plus une particularité, c'est qu'elle est capable de se transformer en n'importe quelle femme grâce à un maquillage magique. Araki crée Gorgeous Irene dans une phase de recherche artistique. Il explique qu'il voulait explorer la représentation du pouvoir physique à travers un personnage féminin. Il baptise son héroïne Irene parce qu'il trouvait le nom mignon, mais admet aussi qu'il n'était pas encore à l'aise pour dessiner des femmes. Si Gorgeous Irene n'a jamais été adapté en série hebdomadaire, c'est que l'époque n'était peut-être pas encore prête. Araki il a lui-même déclaré qu'un manga shonen avec une femme combattante principale lui semblait difficile à vendre en 1985. Plus tard, le manga il a été republié dans un volume qui regroupe les œuvres de jeunesse d'Araki. On peut y retrouver Outlaw Men, Poker Under Arms, Say Hi to Virginia ou encore Beatty the Wicked Boy. Gorgeous Irene, c'est une œuvre charnière dans la carrière d'Araki. Ça explore déjà des thématiques de transformation et d'identité qu'on retrouvera plus tard dans JoJo Bizarre Adventure. En 1986, Araki a 26 ans et il vient de passer presque 10 ans à tâtonner avec des one-shots et des très courtes séries. Il a été plutôt prolifique et mine de rien, son nom il a commencé à circuler dans le Shonen Jump. Il a fait quelques petits succès d'estime et il a bien amélioré son dessin. Il se sent maintenant prêt pour attaquer un gros projet. En 1986, Hirohiko Araki il démarre donc un projet plus ambitieux. Il veut faire une longue saga qui mêle aventure fantastique et héritage familial. Fort de ses essais précédents, il souhaite raconter une histoire générationnelle où le flambeau il se transmet de héros en héros à travers les époques. Araki va puiser dans toutes les influences qu'on a vues auparavant, c'est-à-dire la peinture occidentale, le rock, les westerns, les films d'horreur, les mythes et légendes, etc. Il est également marqué par la figure du vampire qu'il a exploré indirectement dans Bao et il veut insuffler cette énergie dans son œuvre, notamment inspiré par le film de Bram Stoker, Dracula. Lors de la conception, il décide que chaque arc mettra en scène un descendant de la même lignée, affrontant à chaque génération de nouveaux adversaires. Il veut ainsi se démarquer des shonen classiques où le protagoniste unique demeure japonais. Ici, les héros ils auront la nationalité du pays où se déroule l'action, qu'il soit anglais, américain, italien ou japonais, car Araki il estime que les valeurs qu'il dépeint, ça transcende les frontières. Il imagine aussi un antagoniste charismatique dont la menace planerait sur plusieurs générations. Le titre JoJo Bizarre Adventure il reflète bien l'intention initiale. L'aventure bizarre de JoJo sera un récit à la fois fantaisiste et épique, suivant la dynastie des JoJo. En 1987, Araki il est fin prêt à lancer cette saga hors norme dans les pages du Weekly Shonen Jump, et il se doute pas encore que cet univers il va l'occuper pendant des décennies, ni que ça va marquer des générations de lecteurs.
Phantom Blood, c'est la première partie de JoJo Bizarre Adventure qui a été publiée entre 1986 et 1987. L'histoire elle se déroule en Angleterre à la fin du 19e siècle dans une ambiance gothique. Elle introduit Jonathan Joestar, jeune aristocrate noble et sincère, et Dio Brando, un garçon rusé et ambitieux, adopté par le père de Jonathan. Dès leur jeunesse, une rivalité se crée entre eux qui deviendra le cœur tragique de cette première saga. Dio, motivé par l'ambition et le mépris, il découvre un mystérieux masque de pierre aux propriétés surnaturelles qu'il transforme en vampire. Pour l'affronter, Jonathan il apprend l'art du Hamon. C'est une technique de respiration solaire capable de détruire les créatures de l'ombre. L'histoire elle suit le parcours initiatique de Jonathan, de jeune homme naïf à héros valeureux, dans un affrontement épique et tragique contre Dio. Araki, il insuffle à cette œuvre un mélange unique d'action, de fantastique, d'horreur et de drame. Il rend hommage à des figures littéraires comme Dracula, tout en développant un style graphique musclé et théâtral. Les personnages, inspirés de Hokuto no Ken, affichent des silhouettes massives et une élégance victorienne. On avait déjà vu le lien entre Araki et Hokuto no Ken dans la vidéo sur Tetsuo Hara. Compilé en 5 tomes, Phantom Blood pose les fondations de la saga JoJo, une lignée de héros affrontant le mal à travers les générations. Ça va marcher super fort dès le départ, et donc Araki va poursuivre sa saga. Au total, il y aura 9 parties, et je vous propose de voir comment son style a évolué au fur et à mesure. Après Phantom Blood, Hirohiko Araki y poursuit la saga avec Battle Tendency, publié entre 1987 et 1989, qui est un arc qui se déroule dans les années 30. Le héros, Joseph Joestar, petit-fils de Jonathan, se distingue par son humour et sa ruse. Ce second chapitre y troque l'ambiance gothique pour une aventure mondiale pleine d'action, opposant Joseph à une menace antique, les hommes du pilier. C'est des entités surpuissantes qui cherchent à devenir des dieux. Avec ses alliés, Joseph il affronte ses ennemis à coups de Hamon dans des combats aussi ingénieux que spectaculaires. Battle Tendency, ça marque la fin de l'ère Hamon et ça prouve que Araki sait se renouveler sans trahir l'esprit de la série. Dès 1989, il enchaîne avec Stardust Crusaders, la partie qui fera de JoJo un phénomène culte. L'histoire elle suit Jotaro Kujo, petit-fils de Joseph, dans une quête haletante du Japon à l'Égypte pour vaincre le redoutable Dio de retour sous une forme plus terrifiante. Ce troisième arc il introduit les stands qui sont des entités au pouvoir unique et les incarnations de la force psychique de chacun. Jotaro, accompagné de Joseph et de nouveaux alliés, affronte un ennemi différent à chaque étape dans des combats qui mêlent stratégie et surréalisme. Visuellement, le style d'Araki devient plus iconique, influencé par l'art classique et la mode. Stardust Crusaders impose les stands comme un fondement de la série, tout en propulsant JoJo au rang de manga culte mondialement reconnu. Ce troisième arc, donc Stardust Crusaders, il introduit le concept des stands. Et ça va marquer un vrai tournant dans la série, aussi bien visuellement qu'au niveau popularité. Les stands, c'est des entités surnaturelles qui sont des extensions de la psyché de leurs utilisateurs. Ça transforme les combats en duels tactiques, bien plus épiques que de simples affrontements physiques. Chaque stand possède un nom, un look et une capacité unique qui permettent à Araki de laisser libre cours à son imagination. Je le rappelle, Araki il est fan de rock et de pop occidental, et il va baptiser la plupart de ses stands d'après des groupes ou des chansons iconiques. Je vous donne quelques exemples. Killer Queen de Queen, Gold Experience de Prince, ou encore Dirty Deeds Done Dirt Cheap de AC/DC. Ces références musicales, elles deviennent un jeu pour les fans et ça renforce l'identité unique de la série. Mais au-delà des clins d'œil culturels, les stands ils incarnent la personnalité, les défauts et les désirs de leurs porteurs. Araki il les conçoit comme des manifestations intérieures, qui transforment chaque combat en duel psychologique. La victoire elle dépend pas seulement de la force brute, mais de la compréhension de l'autre, de la ruse et parfois de l'entraide. Quand il boucle l'arc 2 et qu'il met fin au Hamon, donc le souffle solaire, son éditeur il lui dit qu'il faut qu'il trouve autre chose. Araki il avait déjà en tête l'idée de représenter l'énergie vitale et des pouvoirs psychiques, et il se dit qu'il va le faire par l'intermédiaire d'une espèce de gardien protecteur. C'est pour ça que ça s'appelle les stands, parce que ce double spirituel, il se tient aux côtés du porteur. Au départ, il puise son inspiration dans des concepts ésotériques et particulièrement du tarot. C'est pour ça que les premiers stands, ils s'appellent Magician Red ou Silver Chariot. Mais rapidement, il se rend compte qu'il y a seulement 22 arcanes majeures dans le tarot, et donc il se tourne vers la mythologie égyptienne et il crée par exemple Anubis. Au départ, il pensait en créer une quinzaine, et au final aujourd'hui, il y en a une centaine. Les stands, c'est un concept riche qui donne une portée quasi philosophique à l'œuvre, tout en offrant un terrain infini de créativité. Grâce à ça, JoJo devient une saga où chaque arc explore de nouvelles idées et où l'originalité elle reste reine. On arrive maintenant au quatrième arc, Diamond is Unbreakable, publié entre 1992 et 1995. Le nouveau héros, Josuke Higashikata, c'est un lycéen un peu susceptible qui manie Crazy Diamond, un stand réparateur. Il va lui opposer Yoshikage Kira, un tueur en série dissimulé dans la normalité. Après avoir fait le tour du monde, Araki situe ce volet dans la ville fictive de Morio, qui est inspirée de sa ville natale. Cette quatrième partie, elle marque une mutation graphique et stylistique majeure. Depuis le début de JoJo, il a essayé de faire évoluer son trait en permanence, mais aussi d'éviter les schémas narratifs répétitifs courants dans le shonen. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas voulu introduire de tournois d'arts martiaux, comme c'est généralement le cas. Dans ce quatrième arc, Araki abandonne les corps massifs des premiers JoJo pour des silhouettes plus fines, stylisées,
presque androgynes, qui sont nourries par son amour pour la mode et l'art contemporain. Les poses, elles deviennent plus iconiques et les couleurs, elles explosent. Cette évolution, elle forge l'esthétique moderne de JoJo et attire un nouveau public sensible à cette sophistication visuelle. Les JoJo poses, c'est d'ailleurs tout un univers. Comme vous pouvez le voir, on peut faire plein de parallèles. Parfois, les JoJo poses inspirent la mode et parfois, c'est la mode qui inspire les JoJo poses. Diamond is Unbreakable devient aussi un tournant créatif. Araki démontre qu'il peut raconter autre chose qu'une quête épique. Il y développe une ambiance plus intimiste, des personnages secondaires attachants et une tension digne d'un thriller à la Stephen King. Loin de figer sa série, cette partie montre que JoJo Bizarre Adventure peut se réinventer sans cesse. Elle pose les bases d'un manga d'auteur tout en restant accessible et divertissant. De 1995 à 1999, il enchaîne avec l'arc 5, Vento Oreo. Cette fois-ci, Araki y situe l'intrigue en Italie et en fait un hybride entre un thriller mafieux et une quête mystique. Le héros, Giorno Giovanna, c'est le fils de Dio, mais l'héritier moral des Joestar. Il infiltre le gang passionné avec pour ambition de le réformer de l'intérieur. L'arc se distingue par sa mise en scène baroque, ses costumes inspirés de la haute couture et une esthétique imprégnée d'art italien. Avec l'éveil de Gold Experience Requiem, Giorno y devient une figure quasi divine, scellant le triomphe d'un héros atypique et le raffinement artistique d'Araki. De 1999 à 2003, Araki franchit un nouveau cap avec Stone Ocean, la première partie centrée sur une héroïne, Jolene Kujo, la fille de Jotaro. Emprisonnée à tort dans une prison en Floride, elle découvre un vaste complot mené par Enrico Pucci, qui est un prêtre fanatique et héritier spirituel de Dio. Dans cet arc, Araki introduit une notion métaphysique, à savoir le destin inéluctable. Made in Heaven, qui est le stand de l'antagoniste, il est quasi invincible. Pour Araki, la maîtrise du temps, c'est le pouvoir ultime. Il raconte qu'il aime mettre ses héros face à des situations impossibles pour que le lecteur se demande comment ça va se régler. L'histoire, elle culmine dans un final bouleversant où apparaît Irene, qui est un clin d'œil à son œuvre Gorgeous Irene, et boucle un cycle de 16 ans dans le Weekly Shonen Jump. Stone Ocean, c'est un arc final qui scelle ce qu'on peut appeler la première ère de JoJo. Araki, il montre ici son audace narrative et amène brillamment une réflexion sur le cycle de la vie et la réinvention, qui est l'essence même de JoJo. On avance en 2004 et Araki il envoie le 7e arc qu'il intitule Steel Ball Run et qu'il mènera jusqu'en 2011. Cette fois, il inscrit l'histoire dans un univers parallèle et il se libère de la continuité chronologique. On est en 1890 et on suit Johnny Joestar, ancien jockey paraplégique, et Jiro Zeppeli, guérisseur italien qui manie des sphères d'acier. C'est une aventure qui mêle western, ésotérisme et thriller politique. Araki il atteint une maturité narrative et graphique nouvelle et il insuffle à la série un ton plus symbolique et une direction artistique ambitieuse. Steel Ball Run, c'est une renaissance pour JoJo, et c'est salué comme un chef-d'œuvre du manga moderne. On jump maintenant en 2011 avec le 8e arc JoJo Lion qu'il publiera jusqu'en 2021. Araki prolonge son univers alternatif et revient dans la ville de Morio dans un contexte contemporain marqué par le séisme de 2011. L'histoire elle suit Josuke, un amnésique au pouvoir étrange, dans une quête d'identité au cœur des mystères de la famille Higashikata. Plus introspectif, JoJo Lion pousse l'expérimentation graphique et narrative d'Araki à son paroxysme. L'ambiance elle est étrange, lente et chargée de symbolisme. Ça marque une œuvre d'auteur exigeante qui clôt avec brio une décennie de création. On termine avec le dernier arc qui est toujours en cours de publication depuis 2023, The JoJo Lens. Avec The JoJo Lens, Araki transporte l'univers à Hawaï. On y suit Jojo Joestar, jeune criminel ambitieux, dans une histoire de casse tropicale pleine de mystères. Stands originaux, esthétique stylisée, humour et tension se conjuguent dans un décor exotique. À plus de 60 ans, Araki démontre que JoJo n'a rien perdu de sa fraîcheur et l'aventure continue plus vivante que jamais. Ok, on vient de passer en revue les 9 arcs de JoJo. Mine de rien, on vient de parcourir 40 ans de saga. C'est vraiment exceptionnel. Ce qui en fait une œuvre aussi unique et marquante, c'est le nombre incalculable de références culturelles qu'Araki y intègre. On a déjà parlé de la musique qui a inspiré le nom des stands et de certains personnages, mais Araki c'est aussi un passionné de cinéma, et dans JoJo il multiplie les clins d'œil. On a par exemple dans Stardust Crusaders Duo qui est inspiré de Blade Runner, ou encore le stand Death 13 qui est une référence à Freddy Krueger. Pour servir un récit immersif, il voyage dans les lieux qu'il dépeint pour en capter l'atmosphère réelle. Il reste aussi très rigoureux. Son planning hebdomadaire, instauré dès ses débuts, est structuré de façon à optimiser créativité et ponctualité. Il n'a jamais raté un délai. Son style artistique il évolue constamment. Influencé par les tendances et ses propres réflexions, il passe des corps musclés typiques des années 1980 à des silhouettes plus élancées et stylisées, tout en conservant des poses théâtrales et des effets sonores inspirés du cinéma d'horreur. Araki a aussi bousculé les conventions éditoriales en imposant des choix audacieux, malgré les réticences des éditeurs. Enfin, la création de personnages, elle suit une méthode rigoureuse. Fiches détaillées, avec le physique, les goûts, le passé, les noms empruntés à la musique par passion, et le souci constant de renouvellement artistique. Pendant longtemps, JoJo est resté un trésor discret, connu surtout des fans de manga au Japon. Pourtant, à partir des années 2010, la saga elle connaît une véritable renaissance grâce à ses adaptations en anime. Le studio David Productions lance en 2012 une série animée ambitieuse qui adapte fidèlement chaque partie du manga avec un style visuel coloré et une bande-son truffée de références.
L'anime, il va de Phantom Blood jusqu'à Stone Ocean, diffusé en 2021-2022 sur Netflix. Ce dernier partenariat avec Netflix, il marque un tournant. La série, elle devient accessible à un public mondial et déclenche un raz-de-marée de mèmes et de cosplay sur les réseaux sociaux. Il y a des répliques qui deviennent virales comme L'esthétique unique de Jojo, elle influence même le monde de la mode et du design. On l'a vu avec les Jojo Pose et toutes les couvertures de magazines. Les adaptations de Jojo, elles se limitent pas à l'anime. Il y a une série d'OAV qui avait vu le jour dès les années 90, notamment une version partielle de Stardust Crusaders réalisée par APPP. C'était sur un ton plus sombre et expérimental. En 2007, le film d'animation Phantom Blood sort au Japon, mais il reste aujourd'hui quasiment introuvable, ayant été rapidement retiré du marché. J'ai cherché à comprendre pourquoi, mais il n'y a aucune raison officielle. J'ai simplement trouvé des hypothèses. Il y en a qui disent que le film il avait été mal accueilli par le public japonais à cause des incohérences et des modifications qui dénaturaient complètement l'œuvre. Il y en a d'autres qui disent que Araki lui-même il n'aurait pas été satisfait et qu'il a demandé à ce que ce soit pas diffusé plus largement. La dernière hypothèse, c'est qu'il y aurait eu un conflit interne sur les droits et donc la sortie aurait été gelée. Si quelqu'un a le fin mot de cette histoire, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Jojo a aussi eu le droit à une adaptation en film live, Diamond is Unbreakable Chapter 1 en 2017. C'est réalisé par Takashi Miike. Malheureusement, le film il a un peu flop et donc c'est passé inaperçu. Côté jeux vidéo, la saga a connu de nombreuses adaptations. Je ne vais pas tous les lister, mais par exemple, il y a eu la célèbre version arcade de 1998 faite par Capcom, et plus récemment, Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle R en 2022 sur PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch et PC. Pour terminer sur les adaptations, Araki l'a lui-même supervisé ou validé de nombreux produits dérivés, expos et collabs. Ça prouve que Jojo c'est devenu un phénomène mondial. C'est en grande partie grâce à toutes ces adaptations que Jojo est devenu une œuvre culte. Donc voilà, Jojo c'est vraiment le grand chef-d'œuvre d'Araki et jusqu'à aujourd'hui il continue de travailler dessus. Je suis pas rentré dans le détail de l'œuvre parce que ça mériterait une vidéo complète tellement il y a de trucs à dire. Avec Jojo, Araki il est rentré dans une autre dimension et c'est devenu un mangaka mondialement reconnu. Comme je vous l'ai dit, ça lui a pris 40 ans de sa vie, mais pendant toutes ces années il a bossé sur plein d'autres projets qui sont souvent méconnus. Et je vous propose maintenant de les checker. Bien que Jojo soit incontestablement l'œuvre phare d'Hirohiko Araki, sa carrière ne se résume pas uniquement à la saga des Joestar. En parallèle de cette fresque monumentale, Araki s'est aventuré plusieurs fois hors des sentiers de Jojo. On a déjà mentionné ses débuts avec Poker Under Arms, Cool Shock Beachy, Bao ou Gorge aux Sirènes qui lui ont permis d'affiner son style. Mais même une fois lancé dans Jojo, il a continué à explorer d'autres formes d'expression. Entre la fin des années 1980 et le début des années 2000, il rédige par exemple une série de récits biographiques courts intitulée Enjin Enkutsu Retsuden. Ces histoires, illustrées par ses assistants, elles dressent le portrait de figures historiques aux personnalités hors normes, telles que le scientifique Nikola Tesla, le joueur de baseball Ty Cobb ou encore la poétesse Anna Akhmatova. Araki montre une admiration sincère pour les individus marginaux, visionnaires ou incompris et qui ont marqué leur époque par leur singularité. À travers ces récits, il prolonge l'un des grands thèmes de Jojo, la célébration de l'individualité et de la différence. Ses travaux hors série montrent que même s'il était absorbé par sa saga principale, il garde un regard curieux sur le monde réel et il trouve toujours l'énergie pour expérimenter de nouvelles choses. En 1994, entre deux arcs de Jojo, Araki publie un one-shot aussi déroutant que fascinant, Under Execution, Under Jailbreak. C'est un court récit à l'ambiance presque surréaliste qui met en scène un homme incarcéré dans une cellule où les lois de la physique semblent modifiées. À chaque fois qu'il essaye de fuir, il découvre des pièges aussi absurdes que mortels. Ce sera publié dans un numéro spécial du Weekly Shonen Jump. 2 ans plus tard, en 1996, il revient avec Dolce and His Master dans le magazine Super Jump. C'est une fable étrange et pleine de second degré, centrée sur un chat immortel et excentrique qui est traité comme une divinité par son maître. C'est un récit qui montre son goût pour l'absurde. Ces deux histoires elles seront finalement réunies dans un recueil sobrement intitulé Under Execution, Under Jailbreak en 1999. Dans ce volume, on retrouve aussi d'autres courts récits qui montrent à quel point il a été prolifique, même en dehors de Jojo. Ces one-shots sont souvent l'occasion pour lui d'explorer des concepts originaux, des ambiances décalées et des structures narratives atypiques. Ça lui permet aussi de tester des nouvelles idées visuelles. Au-delà du manga, Araki a aussi prêté son style à d'autres domaines, illustrations pour romans, affiches d'exposition ou encore des pochettes de CD. C'est un artiste vraiment complet. En 2008 par exemple, il réalise la couverture d'une édition japonaise de The Dancing Girl of Izu, célèbre nouvelle de Yasunari Kawabata, prix Nobel de littérature. Araki transpose son esthétique élégante et stylisée à cet univers délicat, et il montre qu'il sait adapter sa patte graphique à des registres très variés. Son art séduit aussi l'industrie musicale. En 2009, le groupe de rock japonais Baseball Beer choisit un dessin d'Araki pour illustrer la pochette de son single Breeze Girl. Le visuel emprunté à l'univers de Jojo confère à l'album une aura pop et décalée. En 2012, la chanteuse Sayuri Ishikawa, icône de l'enka, qui est un chant traditionnel japonais, adopte une Jojo pose sur la jaquette de son album X-Cross, et c'est entièrement supervisé par Araki.
Une de ses plus grandes reconnaissances artistiques arrive en 2020, quand Araki l'a invité à créer une affiche officielle pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Il livre alors The Sky Above the Great Wave of the Coast of Kanagawa, qui est une réinterprétation de la célèbre estampe d'Okusai. Je pense que tout le monde connaît l'original d'Okusai. On continue avec les collaborations, et cette fois-ci il s'agit d'une collab prestigieuse puisque c'est avec le Musée du Louvre en 2009. C'est dans le cadre d'un projet artistique international intitulé Le Louvre invite la bande dessinée. À cette occasion, il y a 5 auteurs de BD du monde entier qui ont été invités à créer une œuvre originale qui se déroule dans le musée du Louvre. Ça montre à quel point il est reconnu à l'international. L'histoire qu'il crée s'intitule Rohan au Louvre. Fidèle à son style, Araki choisit de mettre en scène un personnage récurrent qui s'appelle Rohan Kishibe. J'en ai pas parlé avant, mais en gros c'est un alter ego mangaka qu'il a introduit dans Diamond is Unbreakable. Dans ce récit, Rohan est sollicité pour enquêter sur une mystérieuse peinture maudite conservée dans les profondeurs du Louvre. L'œuvre elle est d'un noir si intense qu'elle semble absorber la lumière et elle déclenche des phénomènes étranges. Le récit mêle suspense, surnaturel et histoire de l'art, le tout dans une ambiance gothique. L'album il est entièrement réalisé en couleur, avec un soin particulier apporté aux textures et aux ambiances lumineuses du musée. Exposé à Paris puis publié en volume relié, Rohan au Louvre reçoit un accueil critique très positif. Pour Araki, c'est une véritable consécration. Son œuvre elle est célébrée non plus seulement comme un manga, mais comme une forme d'art légitime, digne d'un des plus prestigieux musées du monde. 2 ans plus tard, en 2011, Araki frappe encore un grand coup en collaborant avec l'une des marques les plus prestigieuses de mode, Gucci. Cette association entre un mangaka et une maison de luxe, c'est à l'époque inédit. Ça va attirer l'attention d'une nouvelle audience hors de la bande dessinée. Araki conçoit une histoire courte intitulée Jolene Fly High with Gucci, publiée dans le magazine de mode Spur. On y retrouve Jolene Cujo, l'héroïne de Stone Ocean, embarquée dans une aventure fantaisiste où les accessoires Gucci prennent des dimensions presque magiques. Mais le partenariat il s'arrête pas à la page imprimée. Araki réalise aussi une série d'illustrations qui mettent en scène ses personnages emblématiques, vêtus de pièces de la collection automne-hiver 2011 de Gucci. Ces dessins ils sont exposés dans les vitrines de la boutique Gucci de Shinjuku au Japon et accompagnés d'une statue grandeur nature de Rohan Kishibe portant un ensemble Gucci. Ce mélange entre pop culture japonaise et haute couture européenne est salué pour son audace artistique. Ça confirme à quel point Araki il est polyvalent. Ce goût pour la mode, c'est pas juste un exercice de style, ça reflète un véritable aspect de la personnalité d'Araki. Il est toujours soigneusement habillé dans ses apparitions publiques, souvent en costume, et il cultive un style raffiné. Ce souci du détail lui vaut en 2016 le Best Dresser Award dans la catégorie Art Culture au Japon. Le Best Dresser Award, c'est un prix japonais prestigieux qui récompense chaque année des personnalités publiques pour leur élégance vestimentaire et leur sens du style. C'est un fait notable parce que c'est le seul mangaka à avoir reçu cette distinction. Ça montre que Araki n'est pas seulement reconnu comme un artiste, mais aussi comme une figure de style, un peu comme un créateur de mode. Et ça colle parfaitement à l'univers stylisé de Jojo. Je pense qu'avec tous ces travaux, vous avez compris qu'Araki c'est pas un simple mangaka, mais vraiment un artiste complet. Pour arriver à faire tout ça, c'est un homme hyper discipliné avec une vraie vision. Et c'est ça qu'on va voir dans cette dernière partie. En 2015, Araki publie Manga in Theory and Practice, un ouvrage dans lequel il partage sa vision du manga et donne de précieux conseils aux apprentis mangaka. Dans ce livre, on découvre une facette méconnue de l'artiste, celle d'un théoricien rigoureux, soucieux de transmettre son savoir et sa méthode. Il y développe notamment les 4 éléments clés de toute œuvre réussie selon lui, le scénario, les personnages, le monde et le message. Araki, il insiste sur la nécessité de poser un thème central fort et de s'y tenir pour éviter de s'égarer au fil du récit. Il explique aussi sa célèbre notion de Golden Spirit. Le Golden Spirit, c'est l'éclat d'humanité que chaque héros doit incarner. Pour Araki, Jojo Bizarre Adventure célèbre la vie et la résilience. Un manga doit toujours affirmer l'humanité. Son approche, elle combine exigence narrative et liberté créative, toujours au service de l'émotion du lecteur. Il partage aussi ses habitudes de travail. Il se lève tôt, dessine selon un emploi du temps précis et pense ses planches comme des séquences de films avec une mise en scène fluide. Il donne aussi des exemples pour illustrer comment construire le suspense. Manga in Theory and Practice devient rapidement une référence dans le monde entier. Traduit en anglais en 2017, il est salué pour son équilibre entre théorie et expérience personnelle. Pour couronner le tout, en 2021, le Hirohiko Araki Award est lancé par la Shueisha. C'est un prix qui récompensait de jeunes talents du manga. Organisé par le magazine Ultra Jump, ce concours visait à découvrir des œuvres originales. Côté privé, Araki mène une vie personnelle très discrète et équilibrée. Marié depuis les années 80 à Asami Araki, il est père de 2 filles. Il travaille majoritairement à domicile dans un atelier entouré d'assistants. Sa femme elle a d'ailleurs partagé quelques anecdotes lors d'une conférence en évoquant la rigueur et les habitudes bien ancrées du mangaka. Araki il est reconnu pour son hygiène de vie stricte. Sommeil régulier, alimentation saine, discipline de fer. C'est grâce à tout ça qu'il a pu maintenir une productivité exceptionnelle pendant plus de 35 ans, quasiment sans interruption. Il est connu pour son perfectionnisme et il n'hésite pas à retoucher ses planches pour les éditions Oli. Curieux de nature, il se passionne pour l'art et les voyages et il évite de lire trop de mangas contemporains pour préserver son originalité. Il a une autre particularité, c'est son apparence super jeune. On dirait qu'il vieillit pas. Il y a même certains fans qui le surnomment le vampire immortel, clin d'œil à ses personnages.
Il répond à ça avec humour en disant que son secret c'est l'eau du robinet de Tokyo. Malgré le succès mondial de sa série, Araki se considère jamais comme un génie. Il préfère attribuer ses réussites à la chance ou au soutien de ses lecteurs. Cette modestie naturelle, elle lui a valu le respect durable de ses pairs et de son public. Derrière la légende Araki se cache donc un homme calme, humble et méthodique, très éloigné du tumulte médiatique. Son équilibre personnel, c'est sans doute la clé de sa longévité artistique. À plus de 60 ans, il continue de dessiner avec une passion intacte, dans un silence studieux, comme un artisan heureux. Hirohiko Araki a parcouru un chemin exceptionnel en passant de l'enfant rêveur de Sendai à l'un des mangaka les plus influents de son époque. Avec JoJo Bizarre Adventure, il a bâti bien plus qu'une simple série, mais un univers riche, exubérant et profondément humain, capable de traverser les décennies. Chaque partie, chaque génération de Joestar raconte aussi un peu son histoire. Plus qu'un manga, JoJo est une extension de sa pensée, un laboratoire de formes et d'idées où il mêle action, humour, tragédie, art et philosophie avec une liberté rare. À plus de 60 ans, Araki montre aucun signe d'essoufflement. Il continue de dessiner avec rigueur, d'inventer des personnages inédits, des pouvoirs absurdes et des intrigues surprenantes. Son style devenu iconique influence autant les artistes que les stylistes. Son humilité, son humour discret et son perfectionnisme forcent le respect dans un milieu aussi exigeant. Ce qui rend Araki unique, c'est cette capacité à concilier le bizarre et le beau. L'émotion qu'il suscite vient sans doute de là, des personnages inoubliables, des combats inédits et des moments suspendus entre folie et génie. L'aventure de JoJo continue et avec elle celle de son créateur. Car tant que la passion guide sa plume, Hirohiko Araki restera une figure majeure du manga. C'est un conteur infatigable dont le pouvoir, comme celui de ses héros, est de ne jamais abandonner. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était un bonheur de plonger dans le parcours de Hirohiko Araki, j'espère que vous avez kiffé autant que moi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, ça donne toujours énormément de force. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.